Le millionnaire avait invité la femme de ménage noire pour plaisanter. Elle arriva comme une diva, et tout le monde fut absolument choqué lorsqu'ils découvrirent qui elle était vraiment. La grande salle du manoir Dubois à Monaco éclata d'un rire malveillant lorsque Sophie Laurent descendit l'escalier de marbre, portant une robe qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des personnes présentes. Ce n'était pas un rire d'admiration, c'était une moquerie pure et cruelle. « Regardez qui a décidé de se montrer », murmura Philippe Dubois à ses invités, levant son verre de champagne d'homme Pérignon. Notre chère femme de ménage, Sophie, avait 35 ans et n'avait jamais imaginé qu'un jour elle foulerait cette salle de bal en tant qu'invitée, même si c'était une blague. Pendant 2 ans, elle avait nettoyé chaque recoin de ce manoir, toujours invisible, toujours silencieuse, observant ces riches se traiter mutuellement avec des faux semblants répétés tout en la traitant comme un meuble. L'invitation était arrivée 3 jours plus tôt, remise avec un sourire cruel qu'elle connaissait trop bien. « Gala de charité samedi », avait dit Philippe en lui tendant une enveloppe dorée. « Code vestimentaire. Élégance maximale. Vous avez sûrement quelque chose de convenable dans votre garde-robe, n'est-ce pas? » Le rire de ses amis résonna dans le couloir. C'était un piège évident, une tentative de l'humilier publiquement, de la remettre à sa place devant la haute société monégasque. Philippe avait même invité des reporters sociaux pour documenter ce qu'il appelait un « moment éducatif ». « Faisons un pari », dit Philippe à sa femme, Isabelle, pendant que Sophie passait l'aspirateur la veille. 100 000 € qu'elle n'aura pas le cran de venir. Et si elle vient, elle sera le divertissement de la soirée. Isabelle rit méchamment. « Tu es terrible, Philippe. La pauvre arrivera probablement dans une robe empruntée et se sentira si déplacée qu'elle partira en moins de 15 minutes. » Mais Philippe Dubois ignorait 2 choses fondamentales à propos de Sophie Laurent. Premièrement, elle avait grandi dans des salles comme celle-ci bien avant de devoir les nettoyer pour survivre. Deuxièmement, certaines tempêtes ne détruisent pas. Elles vous apprennent simplement à danser sous la pluie. En traversant la salle sous les regards moqueurs, Sophie gardait une posture droite et un regard serein, comme quelqu'un portant des secrets capables de bouleverser ce monde. Ses pas étaient assurés, calculés, comme si chaque mouvement faisait partie d'une chorégraphie longuement répétée. « Mon Dieu, elle est vraiment venue !» murmura Catherine Morel, épouse d'un sénateur, à son amie. « Et regardez sa robe. Où a-t-elle trouvé ça? Elle l'a probablement louée et la paiera en 10 mensualités, » répondit Élise Garnier, fille d'un magnat du pétrole, essayant de masquer son insécurité par de la cruauté. Pathétique. Ce que ces gens ignoraient, c'est que Sophie n'avait ni acheté, ni emprunté, ni loué cette robe. Elle l'avait simplement récupérée dans son propre passé. Un passé que Philippe aurait tout fait pour effacer s'il avait su qu'il existait. Philippe s'approcha d'elle, le torse bombé d'arrogance, entouré de ses amis milliardaires. Sa confiance était à son comble. Après tout, il avait orchestré cela comme une démonstration publique de pouvoir et de contrôle social. « Oh, Sophie, quelle agréable surprise! Je n'ai jamais douté que vous viendriez. Après tout, quand une personne comme vous reçoit une invitation à un événement comme celui-ci, « Une personne comme moi », répéta Sophie, sa voix calme traversant l'air comme une soie tranchante. « Continuez, Philippe. Finissez votre phrase. » Pendant un instant microscopique, quelque chose dans son ton fit hésiter Philippe. Il y avait une fermeté qui ne correspondait pas à la femme soumise qu'il connaissait dans les couloirs du manoir. Mais l'arrogance reprit rapidement le dessus. « Eh bien, vous savez, quelqu'un qui ne fréquente pas habituellement ce genre d'environnement. Vous devez vous sentir assez intimidé par toute cette élégance. » Sophie sourit. Pas un sourire soumis ou nerveux, mais quelque chose de dangereusement serein qui fit instinctivement cesser de rire certains invités à proximité. « Intimidé », répéta-t-elle doucement, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui fit reculer Philippe sans qu'il s'en rende compte. « Non, Philippe, je me sens exactement là où j'ai toujours appartenu. » Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes, mais il suffit à changer complètement l'atmosphère de la soirée. Il y avait quelque chose dans la manière dont Sophie parlait, dont elle se déplaçait, dont elle occupait l'espace, qui défiait toutes les attentes que ces gens avaient de ce qu'elle devait être. Philippe s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Eh bien, j'espère que vous profiterez de la soirée. Je suis sûr que ce sera éducatif pour vous. »
Oh, je suis sûre que ce sera éducatif pour nous tous, répondit Sophie, son regard balayant lentement le groupe d'invités, comme si elle cataloguait chaque visage pour un usage futur. Si vous appréciez cette histoire de rebondissement et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce que ces privilégiés ignoraient, c'est que Sophie portait un secret si explosif qu'il transformerait cette soirée d'humiliation planifiée en la plus grande leçon sur les préjugés et le sous-estimation que Monaco ait jamais connu. Philippe s'amusait plus qu'il ne l'avait imaginé. Sophie n'avait pas fui, embarrassée, comme il l'avait prévu. Elle restait là, avec cette posture étrangement confiante qui commençait à le déranger de manière inexplicable. « Mesdames et messieurs », annonça Philippe à haute voix, tapant une cuillère en argent contre son verre pour attirer l'attention de tous les invités. « J'aimerais vous présenter notre invitée spéciale ce soir, Sophie, notre dévouée femme de ménage. » Les rires résonnèrent dans la salle comme des vagues cruelles. Les flashs des téléphones commencèrent à scintiller alors que les mondains prenaient des photos pour les publier sur leurs réseaux sociaux avec des légendes sarcastiques. « Philippe, » murmura Isabelle à ses côtés, feignant l'inquiétude. « Ne trouves-tu pas que tu es un peu cruel? » « Cruel ?» Philippe rit bruyamment. « Je lui offre l'opportunité de sa vie. Quand une personne comme elle aurait-elle, sinon, la chance d'assister à un événement comme celui-ci? » Sophie restait immobile au centre de la pièce, tous les regards fixés sur elle. Mais au lieu de l'embarras qu'il s'attendait à voir, il y avait quelque chose de déconcertant dans son expression, une sérénité qui semblait venir de quelqu'un ayant traversé des tempêtes bien pires. Catherine Morel s'approcha avec son groupe d'amis, toutes arborant des sourires venimeux. « Sophie, ma chère, dites-moi, combien de temps vous a-t-il fallu pour choisir cette robe? Ça a dû être tellement difficile de trouver quelque chose de convenable. » « En fait, » répondit Sophie avec un calme qui fit hésiter Catherine, « cette robe a une histoire très spéciale. Elle appartenait à ma mère. »« Sa mère » ricana Élise Garnier. « Et où sa mère a-t-elle trouvé une robe pareille? Dans une boutique de luxe d'occasion? » Sophie sourit, mais il y avait quelque chose de dangereux dans ce sourire. « Ma mère portait cette robe la dernière fois qu'elle était dans une salle de bal comme celle-ci. C'était il y a 20 ans, quand elle était encore Sophie Laurent Dubois. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Certaines personnes cessèrent de parler, réalisant que quelque chose d'important venait d'être dit. Philippe, qui riait avec ses amis proches, se tourna lentement. « Qu'avez-vous dit, Laurent Dubois? » répéta Sophie, sa voix tranchant l'air comme une lame aiguisée. C'est amusant comme certaines personnes choisissent d'oublier commodément leur propre histoire familiale. « Que ça... » Le visage de Philippe commença à pâlir. Isabelle attrapa instinctivement le bras de son mari, sentant que quelque chose n'allait pas du tout. « Vous délirez, » dit Philippe, mais sa voix était moins assurée qu'il ne l'aurait voulu. « Ce n'est pas un délire, Philippe, » répondit Sophie, faisant un pas vers lui, ce qui fit instinctivement reculer plusieurs invités. « C'est l'histoire, notre histoire, l'histoire que vous avez essayé d'effacer quand vous avez décidé qu'il était plus pratique de prétendre que certaines personnes de notre famille n'avaient jamais existé. Les caméras des téléphones continuaient d'enregistrer, mais maintenant pour une raison complètement différente. Les murmures commencèrent à se répandre dans la salle comme une traînée de poudre. Isabelle tira Philippe par le bras. « De quoi parle-t-elle? »« Elle ment, » répondit Philippe, mais ses mains tremblaient légèrement. « C'est une employée dérangée qui essaie d'attirer l'attention. » Sophie fouilla dans son petit sac et en sortit un objet qui fit halter plusieurs invités. C'était une bague, pas n'importe quelle bague, mais la bague de fiançailles traditionnelle de la famille Dubois, gravée du blason familial et ornée d'un saphir bleu distinctif transmis de génération en génération. « Cette bague, » dit Sophie, la tenant en l'air pour que tous la voient, « a été donnée à ma mère par son père, Henri Dubois. Mon grand-père, l'homme dont vous avez dit à vos enfants qu'il était mort sans héritier. » Philippe était maintenant visiblement ébranlé. « Où avez-vous trouvé ça? Comment osez-vous voler? »« Voler? » rit Sophie. Mais il n'y avait aucun humour dans ce son. « Philippe, on ne peut pas voler quelque chose qui vous appartient de droit par la naissance. » Catherine Morel, qui observait la scène bouche bée, murmura à son ami. « Mon Dieu, pensez-vous qu'elle dit la vérité? »« Impossible. » murmura Élise, mais sa voix n'était plus aussi assurée. Philippe nous aurait dit s'il avait une cousine. Sophie entendit le murmure
et se tourna vers elle. « Cousine? »« Non, ma chère, je ne suis pas la cousine de Philippe. » Elle marqua une pause dramatique, regardant directement Philippe. « Je suis sa demi-sœur. » La salle explosa en murmures et exclamations étouffées. Philippe semblait avoir été frappé par la foudre. « C'est ridicule !» cria-t-il, mais sa voix se brisa. « Mon père n'aurait jamais... » « Henri Dubois a eu une liaison avec ma mère, Juliette, » continua Sophie sans relâche. « Pendant 5 ans. Elle était la professeure de piano de la famille. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte de moi, votre père a promis de prendre soin de nous. Et il a tenu sa promesse jusqu'à sa mort. » Isabelle avait maintenant une main sur la bouche, regardant entre Sophie et Philippe comme si elle assistait à un accident de voiture au ralenti. « Vous, » dit Sophie, pointant directement Philippe, « avez décidé qu'il serait plus facile de prétendre que nous n'existions pas. Vous avez coupé notre pension, vendu la maison que votre père avait achetée pour ma mère et nous avez laissés dans une pauvreté absolue. Je n'avais aucune obligation de... » commença Philippe, mais Sophie l'interrompit. « Vous n'aviez aucune obligation de prendre soin de la famille de votre père. Philosophie intéressante, considering que vous avez hérité de 100% d'une fortune qui aurait dû être partagée entre nous. » Le poids des mots de Sophie commençait à pénétrer l'esprit des invités. Plusieurs commencèrent à s'éloigner de Philippe, comme si la proximité physique pouvait les contaminer par le scandale. « Prouvez-le, » dit Philippe désespérément. « N'importe qui peut inventer une histoire et trouver une bague. » Sophie sourit à nouveau, et cette fois, il y avait quelque chose de prédateur dans son expression. « Oh, Philippe, pensez-vous vraiment que je suis venu ici sans preuve? » Elle prit son téléphone et fit un signe à quelqu'un près de l'entrée. « Ils peuvent entrer maintenant. » Chaque nouvelle humiliation de Philippe ne faisait qu'alimenter quelque chose en Sophie qu'il ne pouvait pas comprendre. Une force silencieuse qui grandissait en proportion directe de l'injustice qu'il tentait d'imposer. Ce que ces privilégiés ignoraient, c'est que chaque acte de mépris écrivait leur propre condamnation. Et Sophie avait passé 20 ans à apprendre exactement comment réclamer chaque centime d'une dette qui dépassait l'argent. 3 personnes entrèrent dans la salle à ce moment-là, changeant à jamais la vie de tous les présents. La première était Claire Beaumont, la journaliste d'investigation la plus respectée de Monaco. La seconde était Marc Lefebvre, un avocat spécialisé dans le droit des successions. Le troisième fit vaciller Philippe Dubois comme s'il avait reçu un coup de poing à l'estomac. « Docteur Martin », murmura Isabelle, reconnaissant le médecin privé de la famille. « Que faites-vous ici? » Le docteur Martin, qui avait soigné Henri Dubois durant les dernières années de sa vie, s'avança au centre de la salle. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. « Il y a 20 ans, j'ai été forcé de signer un certificat de décès falsifié. Henri Dubois n'est pas mort de cause naturelle. Il a été lentement empoisonné à l'arsenic pendant plusieurs mois. » La salle éclata en cris étouffés. Claire Beaumont leva la main. « Veuillez ranger vos téléphones. Il s'agit d'une confession officielle enregistrée à des fins légales. » Philippe était visiblement désespéré, transpirant. « Vous êtes fou, Martin. Mon père est mort de problèmes cardiaques. Votre père a découvert l'argent que vous détourniez de l'entreprise depuis des années. » Continua le docteur Martin sans relâche. Il avait modifié son testament pour inclure Sophie et était sur le point de vous dénoncer à la police lorsqu'il a commencé à montrer des symptômes étranges. Sophie restait silencieuse, des larmes de soulagement dans les yeux. Enfin, après 20 ans, quelqu'un disait la vérité. Marc Lefebvre ouvrit sa mallette et en sortit un document officiel. Cet échantillon de sang a été testé la semaine dernière par un laboratoire indépendant. Les niveaux d'arsenic étaient mortels. « Vous inventez tout ça !» cria Philippe, mais sa voix était complètement incontrôlée. « C'est un complot pour me ruiner. » Claire Beaumont s'avança. « Monsieur Dubois, j'ai les transcriptions de 5 conversations que vous avez eues avec le docteur Martin entre 2003 et 2004 où vous avez menacé de ruiner sa carrière. » « Oh !» Sophie parla enfin, sa voix traversant le chaos comme un couteau. « Philippe, vous n'avez pas seulement tué notre père. Vous avez volé 20 ans de ma vie. »« Je n'ai tué personne !» pointa Philippe du doigt dans toutes les directions. « Vous mentez tous. »« Alors expliquez ceci, » dit Sophie, connectant son téléphone au système sonore du manoir. Un enregistrement commença à jouer. La voix de Philippe était unmistakable. « Martin, vous allez garder la bouche fermée sur tout ce que vous avez trouvé d'étrange dans le sang du vieux.
Si vous parlez, je garantis que vous ne travaillerez plus jamais comme médecin. Et quant à cette femme et sa fille illégitime, elles devront se débrouiller seules. Le silence qui suivit fut absolu. Même les personnes qui avaient défendu Philippe le fuyaient maintenant, comme s'il était radioactif. Isabelle regardait son mari avec horreur. « Philippe, vous avez vraiment fait ça? »« 20 ans !» cria Sophie, sa composure se brisant momentanément. 20 ans à nettoyer le sang de mon propre père des mains de son assassin. Sophie prit une profonde inspiration et retrouva son calme mortel. « Vous voulez savoir comment j'ai obtenu toutes ces preuves? Je ne suis pas venu travailler ici par hasard. J'ai postulé spécifiquement pour ce poste. J'ai passé 2 ans à préparer, à accéder à la maison, à collecter des preuves. » Philippe tenta une dernière manœuvre désespérée. « Même si tout cela est vrai, ça ne change rien. L'héritage a été distribué il y a des années. » Marc Lefebvre sourit pour la première fois. « En fait, Monsieur Dubois, lorsqu'il y a des preuves de meurtre, tous les actifs peuvent être redistribués selon le testament original, et nous avons une copie du véritable testament d'Henri Dubois. » Sophie s'approcha de Philippe, qui s'appuyait contre le mur comme un animal acculé. « Savez-vous quelle a été ma plus grande erreur, Philippe? C'était de croire que vous changeriez de vous-même. »« S'il vous plaît, » murmura Philippe. Toute arrogance avait disparu. « Isabelle, les enfants, cela détruira notre famille. Vous avez détruit notre famille au moment où vous avez choisi l'argent plutôt que la justice. » Philippe s'effondra dans un fauteuil, complètement vaincu. Sa transformation de millionnaire arrogant en criminel exposé avait pris moins de 2 heures. Sophie regarda Philippe une dernière fois. Il était brisé. Mais ce n'était que le début. Ce que Philippe ne réalisait pas et découvrirait de la pire manière possible dans les heures suivantes, c'est que Sophie avait passé des années à rassembler des preuves non seulement sur la mort de son père, mais aussi sur tous les crimes financiers, chantage et corruption qu'il avait commis au fil des décennies, tissant un réseau de justice si méticuleux que sa chute serait spectaculaire. Les 2 heures suivantes transformèrent le gala le plus exclusif de Monaco en le plus grand scandale que la haute société monégasque ait jamais vu en direct. Philippe était maintenant assis par terre dans la salle de bal, le dos contre le mur, regardant toute sa vie s'effondrer en temps réel. Claire Beaumont avait connecté son ordinateur au système de projection du manoir et des documents, photos et enregistrements apparaissaient sur l'écran géant pour que tous les invités les voient. Voici un virement bancaire de 200 000 € du compte personnel de Philippe Dubois au Dr Martin, daté de 3 jours après la mort d'Henri Dubois, narra Claire, alors que l'image apparaissait à l'écran. La note du virement indiquait « Le silence est d'or ». Isabelle était maintenant de l'autre côté de la pièce, aussi loin que possible de son mari, pleurant silencieusement alors qu'elle réalisait 20 ans de mensonges. « Et ceci, » continua Claire, est un enregistrement de Philippe parlant à son comptable de la manière de cacher le détournement de fonds de l'entreprise. La voix de Philippe résonna dans la salle. « Je veux que vous fassiez danser les chiffres. Si quelqu'un découvre que j'ai sorti 20 millions au cours des 5 dernières années, je suis ruiné. Mettez ça sur le compte des fluctuations du marché, des coûts d'expansion, peu importe. » Catherine Morel murmura à son ami. « Mon Dieu, il a volé dans sa propre entreprise. » Sophie restait au centre de la pièce, calme comme l'œil d'un ouragan, observant chaque révélation détruire systématiquement la vie de l'homme qui avait assassiné son père. Marc Lefebvre s'approcha avec un nouveau dossier. « Monsieur Dubois, en plus des accusations criminelles, je dois vous informer que Mademoiselle Laurent dépose une plainte civile de 50 millions d'euros contre vous pour décès injustifié et détournement d'héritage. » « Attendez, 50 millions? » Philippe leva les yeux, le regard vitreux. « Je n'ai pas 50 millions. »« Non, » dit Sophie doucement. « Mais votre entreprise vaut 120 millions. Et la moitié m'a toujours appartenu de droit. » Claire Beaumont continua la présentation dévastatrice. « Nous avons également des preuves que Philippe a fait chanter au moins 5 politiciens locaux, soudoyer 3 juges et détourner des fonds de charité vers des comptes personnels. Chaque nouvelle révélation suscitait des halètements d'horreur parmi les invités. Les gens qui étaient arrivés en tant qu'amis de Philippe s'éloignaient maintenant comme s'il était radioactif. « Sophie !» dit Philippe d'une voix brisée. « S'il vous plaît, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Arrêtez ça !» Sophie s'avança et s'agenouilla devant lui, le regardant droit dans les yeux. « Philippe,
Vous avez tué notre père. Vous avez volé ma famille, mon héritage, ma dignité. Vous m'avez fait nettoyer votre sang pendant 2 ans. Je peux me racheter, murmura-t-il désespérément. Il n'y a pas de rachat pour 20 ans d'injustice, répondit Sophie avec un calme troublant. Mais il y a des conséquences. Le téléphone d'Isabelle sonna. C'était l'un de leurs enfants, appelant depuis l'université. « Maman, est-ce que tout va bien? Ils disent sur Internet que papa est un assassin? » Isabelle regarda son mari avec un dégoût total. « Tes propres enfants découvrent quel genre de monstre tu es sur les réseaux sociaux. » Philippe tenta de se lever, mais ses jambes cédèrent. « Isabelle, s'il te plaît. Les enfants. »« Non !» cria Isabelle, faisant taire toute la salle. « Ne mentionne pas nos enfants. Tu les as déshonorés pour toujours. » Le docteur Martin s'approcha de Sophie. « Mademoiselle Laurent Dubois, je dois vous informer que j'ai déjà contacté la police. Philippe sera arrêté plus tard aujourd'hui pour meurtre. » Sophie murmura. « Meurtre, fraude, chantage, évasion fiscale. Il passera le reste de sa vie en prison. » Vas-y, t'expliquer ça à ses courtiers. Sophie se tourna vers les invités qui la regardaient avec un mélange d'admiration et de terreur. « Je veux que tout le monde comprenne une chose. Je n'ai pas fait cela pour me venger. Je l'ai fait pour la justice. Pour toutes les personnes qui ont été piétinées par des hommes comme Philippe Dubois. » Catherine Morel s'approcha timidement. « Sophie, Nous sommes tellement désolés. Nous ne savions pas. Vous saviez que j'étais traitée comme une sous-humaine, » répondit Sophie fermement. « Vous avez ri. Vous avez participé. La seule différence, c'est que maintenant, vous savez que j'ai plus d'argent que vous. » Le son des sirènes commença à résonner depuis l'extérieur. La police était arrivée. Philippe regarda Sophie une dernière fois. « Tu as détruit ma vie. »« Non, » dit Sophie, se levant avec toute sa dignité. « Tu as détruit ta propre vie au moment où tu as choisi le mal. J'ai juste veillé à ce que la vérité éclate. »« Oh oui. » Alors que les officiers de police entraient pour arrêter Philippe, Sophie sortit sur le balcon. Dehors, des dizaines de reporters attendaient. Caméras de télévision, photographes, journalistes. L'histoire s'était déjà répandue. Isabelle s'approcha d'elle sur le balcon. « Sophie, je ne savais vraiment rien. »« Je sais, » dit Sophie doucement. « Vous étiez aussi une victime de lui. Que va-t-il se passer maintenant? » Sophie regarda la ville scintillant en contrebas. « Maintenant, Isabelle, la justice sera enfin rendue. Et peut-être que Monaco apprendra que la classe n'a rien à voir avec un compte bancaire. » Alors que Philippe était emmené menotté par la police, traversant la même salle où il avait tenté de l'humilier quelques heures plus tôt, Sophie ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 20 ans, la paix. Ce que Philippe découvrirait dans les heures suivantes en prison, c'est que Sophie avait planifié chaque détail non seulement de sa chute, mais aussi de la reconstruction complète de sa propre vie, et que l'Empire Dubois avait maintenant un nouvel héritier qui s'assurerait d'utiliser ce pouvoir pour protéger exactement le genre de personne qu'il avait l'habitude de piétiner. 6 mois plus tard, Sophie Laurent Dubois était assise dans l'ancien bureau de Philippe, désormais entièrement rénové. Les murs qui affichaient autrefois des trophées d'arrogance arboraient maintenant des certificats de projets sociaux et des photos d'employés promus de postes subalternes à des positions exécutives. Philippe avait été condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Les accusations incluaient meurtre, fraude d'entreprise, chantage et évasion fiscale. Sa fortune personnelle avait été entièrement confisquée pour indemniser les victimes. Sophie était l'une des nombreuses personnes qu'il avait lésées au fil des années. « Mademoiselle Laurent Dubois », dit Amélie, sa nouvelle assistante exécutive, qui travaillait auparavant comme femme de ménage dans l'immeuble. « Le magazine Forbes est là pour l'interview sur la transformation de l'entreprise. » Sophie sourit. En 6 mois, elle avait augmenté les profits de l'entreprise de 40% simplement en traitant les employés comme des êtres humains. Des salaires équitables, des promotions basées sur le mérite réel et un environnement de travail respectueux avaient créé un niveau de productivité que Philippe n'avait jamais atteint avec son leadership toxique. Isabelle avait divorcé immédiatement et déménagé hors de l'État avec ses enfants. Avant de partir, elle avait cherché Sophie pour s'excuser en personne. « Vous auriez pu nous détruire complètement, mais vous avez choisi de protéger mes enfants. Je n'oublierai jamais votre générosité. »
Les enfants ne peinent pas pour les péchés de leurs parents, avait répondu Sophie. Ils méritent une chance d'être de meilleures personnes que lui. Le docteur Martin travaillait maintenant comme consultant médical pour l'entreprise, offrant des soins gratuits à tous les employés. Je n'ai jamais pensé que j'aurais le courage de faire ce qui est juste, dit-il à Sophie lors d'une réunion. Vous m'avez appris qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver notre dignité. Catherine Morel et Élise Garnier avaient tenté de contacter Sophie dans les semaines suivant le scandale, mais elle les gardait à une distance polie. Vous avez ri de moi quand vous me voyiez comme inférieur. Maintenant, vous voulez mon amitié parce que vous avez découvert mon compte bancaire. Cela dit tout sur vous. L'histoire de Sophie était devenue virale dans le monde entier. Elle recevait des invitations à parler dans des universités sur le leadership et la justice sociale, mais elle préférait se concentrer sur le travail concret. « Je ne veux pas être célèbre pour avoir souffert », expliqua-t-elle dans une rare interview. « Je veux être connue pour ce que j'ai construit après. » L'entreprise sponsorisait désormais des bourses pour les enfants des employés, un programme de microcrédit pour les entrepreneurs des communautés défavorisées et avait créé le plus grand fonds de soutien aux victimes de violences domestiques de Monaco. Un après-midi tranquille, Sophie reçut une lettre de prison. C'était de Philippe. « Sophie, je sais que je ne mérite pas de pardon, mais j'ai besoin que vous sachiez que vous m'avez appris que la personne que j'étais devenue était un monstre. Je passe chaque jour à essayer de comprendre comment je suis devenu quelqu'un capable de tuer son propre père pour de l'argent. Mes enfants ont demandé de vos nouvelles lors de leur dernière visite. Ils veulent rencontrer la tante qui a protégé la famille quand leur père a échoué. » Sophie garda la lettre sans répondre. Le pardon était un voyage personnel, mais la justice avait déjà été rendue. Pendant l'interview avec Forbes, le journaliste demanda « Certains disent que votre revanche était trop cruelle. Que répondez-vous à cela? » « La revanche aurait été de faire à Philippe ce qu'il m'a fait, » répondit Sophie calmement. « La justice, c'est s'assurer qu'il paie pour les crimes qu'il a commis et que d'autres personnes ne souffrent pas ce que j'ai souffert. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Et quels conseils donneriez-vous aux personnes confrontées à des injustices similaires? » Sophie regarda par la fenêtre, observant les employés déjeunant dans le jardin de l'entreprise qui leur offrait désormais respect et dignité. La meilleure revanche n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal. C'est de construire quelque chose de si grand que l'injustice que vous avez subie ne devient que le premier chapitre d'une histoire de triomphe. Ce soir-là, Sophie rentra chez elle, non pas dans le petit appartement où elle avait nourri ses rêves de justice, mais dans une maison confortable où elle avait adopté 2 orphelines qui, comme elle, avaient besoin d'une seconde chance dans la vie. En aidant les filles avec leurs devoirs, elle pensa au père qu'elle n'avait jamais vraiment connu, mais dont le sang coulait dans ses veines. Henri Dubois serait fier de voir que sa fille n'avait pas seulement récupéré ce qui lui avait été volé, mais avait transformé une entreprise construite sur l'exploitation en un symbole d'opportunité et de dignité. La vraie victoire de Sophie n'était pas de détrôner Philippe. C'était de prouver que lorsque vous construisez un pouvoir basé sur le courage et la justice plutôt que sur la peur, ce pouvoir se multiplie et profite à tous ceux qui vous entourent. Philippe a essayé d'humilier une femme de ménage et a fini par découvrir qu'il avait sous-estimé une héritière. Plus important encore, il a découvert que la dignité ne s'achète pas, ne s'hérite pas, ne se vole pas. Elle se gagne par les choix que nous faisons quand personne ne regarde. Si cette histoire de justice a touché votre cœur, profitez de plus d'histoires qui prouvent que le bien triomphe toujours quand on a la bonne stratégie et que parfois, la personne la plus dangereuse dans une pièce est celle que tout le monde a choisi d'ignorer.